Je vais demander à Charles-Édouard Tellu de nous proposer sa conduite à tenir face à une disjonction acromioclaviculaire. Bonjour, bonjour Romain, merci à toute l'équipe de l'IRBMS de m'avoir confié ce sujet sur les disjonctions acromioclaviculaires donc traumatiques avec des informations à la fois sur le diagnostic, les indications et les techniques chirurgicales. Donc comme vous le savez, il s'agit dans la plupart des cas d'un traumatisme direct sur le moignon de l'épaule suite à des accidents de sport ou des accidents domestiques. Vous avez ici matérialisé l'articulation gléno-humérale et lors d'un traumatisme direct sur le moignon de l'épaule, il peut y avoir plusieurs problèmes, à la fois des problèmes d'instabilité, de luxation gléno-humérale antérieure, postérieure, des problèmes de lésion de la coiffe des rotateurs traumatiques, que ce soit le sus scapulaire ou la coiffe supérieure avec le sus, le sous-épineux, le tendon du long biceps. Il peut y avoir également des lésions osseuses au niveau de la clavicule, au niveau de l'extrémité supérieure de l'humérus, avec un fragment, deux fragments, trois fragments. Il peut y avoir aussi un problème de disjonction acromioclaviculaire qui correspond à des lésions ligamentaires, intéressant à la fois les ligaments coracoclaviculaires et également la capsule articulaire entre l'acromion et la clavicule. Il y a eu une classification à la fois par les chirurgiens, les radiologues, pour à la fois le diagnostic et aussi pour aider à la prise en charge thérapeutique, savoir s'il faut privilégier un traitement médical ou s'il faut privilégier un traitement chirurgical. Dans les cas des disjonctions acromioclaviculaires de stade 1, il s'agit principalement d'une élongation, d'une distension capsulaire ligamentaire avec une absence de déplacement de la clavicule par rapport à l'acromion. Le type 2 correspond plutôt à une distension plus importante de la capsule, des ligaments, avec un déplacement supérieur de la clavicule, mais qui reste acceptable. Le type 3 correspond à un arrachement complet de la clavicule et des ligaments coracoclaviculaires, avec un déplacement significatif de plus de 100% de la clavicule par rapport à l'acromion. Et dans ces cas-là, à la fois dans les types 1 et les types 2, on privilégie dans tous les cas le traitement médical, car on sait que les séquelles fonctionnelles seront absentes, voire mineures. Et seulement dans les types 3, on s'intéresse ou non à l'opportunité d'une prise en charge chirurgicale. Et enfin, après, dans les types 4, dans les types 5, ce sont plus des déplacements dits postérieurs par rapport à l'acromion ou supérieurs et de manière très importante. Et là, dans ces cas-là, on préconise de manière la plus fréquente possible le traitement chirurgical. La définition, pour ma part, et dans la littérature des disjonctions acromioclaviculaires aiguës, c'est des disjonctions qui doivent être prises en charge assez précocement, dans les 7 à 10 jours, pour bénéficier à la fois de l'hématome post-traumatique. Et vous le verrez, hein, ici, on va parler uniquement des disjonctions acromioclaviculaires de stade 3, 4 et 5, selon la classification de Rockwood. Et à l'inverse, quand on décide de ne pas prendre en charge de manière chirurgicale les disjonctions aiguës, on va se donner le temps, au moins pendant un minimum de 6 mois, pour voir les différentes séquelles fonctionnelles résiduelles qui pourraient nous orienter vers une prise en charge chirurgicale. Il s'agit d'un panel d'un ensemble de patients et les études, la littérature montre qu'à peu près 20 à 40% des patients présentant une disjonction de stade 3, 4 et 5, selon la classification de Rockwood, sont dits insatisfaits après un traitement conservateur, après un traitement médical par attelle. Ces symptômes peuvent être matérialisés par des douleurs résiduelles au niveau acromioclaviculaire, une perte de force de l'ensemble du membre supérieur, des paresthésies qui peuvent correspondre à un petit étirement ou une petite compression du plexus brachial, un syndrome du bras mort ou tout simplement une gêne esthétique qui peut se comprendre, comme vous voyez ici, ce patient avec une disjonction acromioclaviculaire de stade 3 ou 4, avec une déformation évidente du moignon de l'épaule, que ce soit sans habit ou avec habit dans les gestes de la vie, pour les habits de la vie quotidienne. Ici, vous avez cet exemple d'un patient avec une disjonction acromioclaviculaire qui présente une disjonction de stade 3, c'est-à-dire que sur la radiographie standard à la fois de face et de profil, on voit qu'il y a un écart significatif entre l'acromion et la clavicule, et c'est pathognomonique d'un arrachement complet des structures capsulaires et ligamentaires. Il n'y a pas besoin de faire, pour le diagnostic d'examen d'imagerie lourde, comme l'IRM, le scanner, l'arthroscanner, on a le diagnostic évident ici d'arrachement complet des structures ligamentaires.
Dans les prises en charge chirurgicales, plusieurs techniques ont été décrites. Quand il y a plusieurs techniques chirurgicales, c'est qu'on a du mal à trouver la bonne technique opératoire, et c'est selon les capacités techniques et les connaissances de chaque praticien, de chaque chirurgien. Il y a à la fois des techniques de brochage, haubanage, c'est-à-dire qu'on vient réduire sous anesthésie générale la disjonction acromioclaviculaire, on vient stabiliser l'articulation à l'aide de brochage et de haubanage, et également des plaques d'ostéosynthèse qui sont mises en place sur le versant supérieur de la clavicule et qui viennent stabiliser la clavicule en bonne position. Néanmoins, ces interventions à ciel ouvert présentent certains inconvénients, comme l'aspect esthétique, parce que ça produit ça nécessite de grosses cicatrices. La clavicule est un os qui est sous-cutané, et donc si on met du matériel, c'est vite saillant, c'est vite embêtant, et ça nécessite dans la plupart des cas une ablation du matériel. Et surtout, on vient abîmer l'articulation acromioclaviculaire, on vient abîmer le cartilage acromioclaviculaire, avec notamment ici les broches que vous voyez passant à travers l'articulation, et qui peuvent créer secondairement, à moyen ou long terme, des arthropathies acromioclaviculaires, donc des lésions arthrosiques, des lésions cartilagineuses, potentiellement sources de douleur. Pour ma part, j'utilise une technique dite sous arthroscopie, c'est de la vidéochirurgie avec un lassage coracoclaviculaire par double bouton, c'est-à-dire que j'utilise une suture renforcée qui est glissée entre un bouton supérieur qui va venir se fixer au sommet de la clavicule et un bouton inférieur sous la coracoïde, et ainsi stabiliser de manière indirecte les structures capsulaires et ligamentaires. L'objectif de cette intervention sous arthroscopie par double bouton est d'obtenir une bonne réduction. Ici, vous voyez les critères de réduction qui sont satisfaisants sur un scanner de contrôle, avec le bouton superficiel ici au-dessus, le bouton inférieur ici en dessous. Et l'objectif, c'est de remettre donc assez précocement, dans les 7 jours, dans les 7 à 10 jours, l'appareil ostéo-articulaire en place, et pour obtenir une cicatrisation dite naturelle à la fois des ligaments coracoclaviculaires, conoïdiens, coracoïdiens, et de la capsule articulaire également. C'est une technique qui va donc nécessiter, et j'en reparlerai à la fin de l'intervention, une exploration intra-articulaire initiale, c'est-à-dire que un des points majeurs de cette intervention et de cette discussion sur les prises en charge des acromioclaviculaires, c'est l'analyse et la prise en charge des lésions associées. C'est-à-dire que, un peu comme un iceberg, l'acromioclaviculaire, c'est la chose la plus visible, la plus évidente, mais il peut y avoir des structures capsulaires, ligamentaires, tendineuses, labrales, qui peuvent être abîmées durant le traumatisme. Et c'est important de faire un bilan préopératoire complet, précis, avec une arthroscopie intra-articulaire avant le geste de stabilisation de l'articulation acromioclaviculaire. Et donc, vous le verrez, j'utilise un guide mis en place par mis à bord, par des petits trous de quelques millimètres. Ce guide va mettre en place donc un repère sous le processus coracoïde, un repère au-dessus de la clavicule avec une petite crémaillère, et ainsi être dans le bon axe pour mettre en place à la fois le bouton superficiel et le bouton inférieur. Vous avez ici sur une épaule gauche une vue dite arthroscopique, donc vous avez le genou inférieur de la coracoïde ici qui a été nettoyé, qui est individualisé. On repère ici le tournon du muscle sous-scapulaire, l'intervalle des rotateurs, la partie inférieure du guide qui a été introduit à travers la peau. Et en fait, vous voyez cette broche cannulée qui va nous permettre de glisser une suture provisoire. Cette suture va nous permettre également de tirer la suture définitive que vous voyez en blanc ici. Sur cette suture est fixé les deux boutons, le bouton supérieur et le bouton inférieur. Et ici, vous voyez le bouton inférieur qui est correctement positionné sous la coracoïde et fixé. Vous avez cette image post-opératoire précoce à 6 semaines avec une réduction optimale acromioclaviculaire, le positionnement également, et les orifices. Et ce sont des récupérations dites assez rapides, c'est-à-dire que c'est peu algique, il y a peu d'œdème, peu d'inflammation, peu d'hématomes, peu de risques infectieux, et une récupération précoce, que ce soit sur les douleurs et sur la mobilité. A l'inverse, dans les disjonctions acromioclaviculaires chroniques, donc prise en charge après 6 mois, c'est-à-dire qu'un patient qui vient me voir après 15 jours, 3 mois de disjonction aiguë, je lui dis que c'est un peu trop tard pour juste faire un lassage coracoclaviculaire parce que ça risque de ne pas tenir, et il faut attendre un minimum de 6 mois pour voir d'éventuelles séquelles résiduelles comme on en a parlé tout à l'heure.
Et les chirurgiens ont trouvé des astuces chirurgicales pour compenser et puis pour réaliser une reconstruction solide de tout l'appareil capsulo-ligamentaire en réalisant ce qu'on appelle un transfert du ligament acromio-coracoïdien tendu entre le bord antérieur de l'acromion et le bord latéral de la coracoïde, avec, en association, la fixation par double bouton. C'est ce qu'on appelle l'intervention de Weaver-Dunn, décrite dans les années 1980-90. Et l'objectif, l'avantage, vous voyez ici cette petite animation, c'est en cas d'arrachement des structures ligamentaires, du ligament conoïde et coracoïdien, c'est de transférer le processus le ligament acromio-coracoïdien avec une attache osseuse, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une fusion osseuse ligamentaire qui va nous permettre d'avoir vraiment une stabilisation très solide et très pérenne du montage chirurgical en plus du double bouton. L'avantage de cette technique, beaucoup de techniques chirurgicales ont été écrites, que ce soit des ligamentoplasties avec les tendons pris au niveau du genou, les tendons de la patte doigt. Ça assure à la fois une stabilité dite horizontale, c'est-à-dire que le transfert du ligament acromio-coracoïdien va permettre de rattraper la clavicule qui est partie derrière, et également un contrôle de la translation dite verticale, c'est-à-dire qu'avec la fixation par le double bouton, on va avoir une réduction optimale de l'ascension de la clavicule par rapport à l'acromion. Durant l'arthroscopie, on est obligé, avant l'intervention, de repérer les reliefs osseux qui vont nous permettre de choisir la meilleure voie d'abord. Donc on va faire des petits trous de quelques millimètres. On va ici repérer donc le bord inférieur de la coracoïde. On va venir nettoyer, préparer le bord inférieur de la coracoïde, le bord supérieur de l'acromion pour détacher au mieux le ligament acromio-coracoïdien. On va réaliser une ostéotomie de quelques millimètres du bord antérieur de l'acromion pour détacher sur le versant osseux le ligament acromio-coracoïdien et également préparer ici l'extrémité dite latérale de la clavicule. On va réaliser une petite logette osseuse pour le transfert et la fixation du fragment osseux acromial. On va utiliser donc le guide que je vous ai montré tout à l'heure. Ce guide va être introduit avec quelques petites incisions, quelques incisions de quelques millimètres à la fois sur le versant superficiel de la clavicule, comme ici, et sur le versant inférieur de la coracoïde, et avec une tarière et avec un système de shuttle relais, de fil tracteur, on va venir insérer et transférer l'implant à travers la coracoïde et à travers la clavicule. Ensuite, on réalise une fixation, ici, comme vous le voyez, un transfert, une fixation du bouton, donc c'est réduit. Et après, on va venir ici fixer le ligament acromio-coracoïdien dans la logette osseuse pour à la fois effectuer une double fixation, à la fois ligamentaire et à la fois par des fils renforcés. À la fin de l'intervention, vous avez ici sur cette épaule droite le fragment acromial du ligament acromio-coracoïdien, la clavicule avec la logette osseuse. On voit la réduction parfaite entre le bord superficiel de l'acromion et le bord superficiel de la clavicule, le bouton coracoïdien en lien au loin et tout le montage qui est réalisé de manière stable. Et ici, vous voyez, on repère le bouton sur la face superficielle de la clavicule. Donc ici, vous avez un contrôle post-opératoire à 6 semaines avec les petites incisions ici de quelques millimètres qui seront invisibles au bout de 6 mois, 1 an. Vous avez la radiographie qui nous montre ici le petit fragment osseux au niveau de la logette claviculaire, au niveau de l'extrémité de la clavicule, avec une réduction parfaite. Ce cas clinique, avec un maçon de 36 ans, avec un traumatisme datant de plus d'1 an, qui présente des douleurs résiduelles, une perte de force significative et une disjonction acromio-claviculaire de stade 3. Comme vous pouvez le voir ici sur l'arthroscanner, qui a bénéficié ici donc de cette intervention de Weaver-Dunn-Chouinard avec un bouton superficiel ici et le résultat à 6 mois, vous voyez ici, avec le scanner de contrôle, avec des ossifications, des restructurations osseuses, et à 4 ans, avec une épaule qui est fonctionnelle, et le patient présente des résultats cliniques tout à fait satisfaisants pour notamment reprendre son activité professionnelle
Et ici, vous voyez le scanner avec les reconstructions en 3 dimensions qui montre à la fois le bouton superficiel qui a été incorporé, le bouton inférieur et une réduction pérenne, persistante de la disjonction acromio-claviculaire. Pour mon expérience, donc, je réalise la chirurgie de l'épaule ici sur l'île depuis 6 ans. J'ai été amené à voir beaucoup de disjonction acromio-claviculaire aux urgences. Bien entendu, il faut poser des questions, savoir à qui on a affaire, savoir le niveau sportif, savoir le niveau d'activité professionnelle, savoir si ça vaut le coup ou pas d'opérer. Il y a beaucoup de patients avec des disjonctions acromio-claviculaires de stade 3 qui ne se font pas opérer et qui vont bien dans le temps. À part la gêne esthétique, on peut récupérer une force significative et avec une absence de douleur. Et donc, il va falloir vraiment tamiser, trier les patients au moment du traumatisme pour savoir si oui ou non on leur propose ou pas une indication chirurgicale. Donc j'ai pris en charge en aigu 38 patients qui étaient dans la catégorie de Rockwood de stade de 3 avec un délai de prise en charge inférieur à 7 jours. Et concernant les disjonctions acromio-claviculaires chroniques, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu, mais qui allaient plus ou moins bien. Et j'ai seulement été amené à en prendre 4 de manière chirurgicale, qui présentaient des symptômes invalidants à plus de 6 mois. Pour ma part, tous les patients étaient satisfaits ou très satisfaits après l'intervention chirurgicale, que ce soit dans le lassage coraco-claviculaire isolé ou dans le lassage associé au transfert du ligament acromio-coracoïdien dans les formes chroniques. Je n'ai pas eu de reprise chirurgicale à réaliser, que ce soit pour des infections, pour des hématomes, pour des problèmes de stabilisation. J'ai eu 2 pertes de réduction post-opératoires et souvent, quand on arrive à une perte de réduction, ça témoigne d'une détente un petit peu du monde de la suture ou d'une migration du bouton inférieur souvent, et ça passe d'un stade 1 à un stade 2, mais c'est souvent bien toléré par le patient et ça ne nécessite pas de réintervention chirurgicale. Et je n'ai eu ni infection ni hématome dans l'ensemble de ma série. Une des diapos les plus importantes, c'est l'exploration. Est-ce que tu peux aller un peu plus vite, s'il te plaît, pour le temps de parole? Ouais, j'ai bientôt fini. C'est fini. Les lésions arthroscopiques visualisées, c'est très très important de faire une exploration intra-articulaire pour aller voir les lésions. Et j'ai été amené à prendre en charge dans mes 38 patients en aigu 4 ruptures de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire j'ai fait une double intervention. J'ai à la fois réalisé une stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire, mais également une réparation du sus-épineux et un geste sur le biceps. J'ai eu dans 6 cas des lésions de Bankart associées que je n'ai pas traitées. J'ai juste diagnostiqué la chose. Le patient ne venait pas pour une instabilité, il venait pour une disjonction acromio-claviculaire. Mais j'ai quand même signalé au patient qu'il avait une lésion du bourrelet glénoïdien, potentiellement source de douleur ou d'instabilité. Et des lésions cartilagineuses à type de chondropathie dans 3 cas sur 38. Concernant la rééducation, bien entendu, il faut privilégier la cicatrisation à la fois de la capsule et des ligaments. Donc je demande de ne pas aller trop vite. En gros, la bureautique dès le lendemain de l'intervention, la manutention légère à 6 semaines et la manutention lourde à 3 mois. En conclusion, pour ma part, la prise en charge des disjonctions acromio-claviculaires sous arthroscopie par double bouton reste une prise en charge fiable et reproductible, à la fois pour les cas aigus et chroniques. L'importance pour ma part de faire le bilan des lésions associées avant la prise en charge de la disjonction acromio-claviculaire avec une exploration intra-articulaire et les traiter si nécessaire. Et j'observe les très bons résultats à la fois cliniques et radiologiques à court, moyen et long terme, que ce soit sur les douleurs, l'activité, la force ou la reprise professionnelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Charles-Édouard.